Bonsoir à tous. Bienvenue en fait en direct de cette session live organisée par WICID. On est donc au sein du quartier général de Poietis, donc à Pessac, juste à côté de Bordeaux. Merci à tous ceux qui sont inscrits pour suivre cette session. Donc je suis Bruno Brisson, je suis donc le cofondateur de la société, directeur général de notre SAS, principalement en charge de tous les aspects de business développement. Je laisse la parole à Fabien pour se présenter. Bonsoir à tous. Donc Fabien Guillemot, président et directeur scientifique de Poietis. Donc en fait, en termes de programme pour ce soir, on a décidé de vous présenter pendant une petite quinzaine de minutes le projet, un peu l'origine de la technologie et puis ce qu'on a pu faire, notamment au cours des 2-3 dernières années, pour finir sur la présentation un peu de ce qu'on veut faire, de la suite et des raisons pour lesquelles on revient sur la plateforme pour cette nouvelle levée de fonds. Alors, si je peux me permettre, donc on va partager en fait un écran. Donc, vous allez pouvoir voir effectivement un jeu de slides. Je dirais entre une quinzaine de slides qu'on va commenter. Pendant ce temps-là, en fait, on est capable donc de voir arriver des questions de votre part, donc avec une petite interface, la conversation chat. Donc, on ne va pas s'interrompre pendant la présentation, si vous le voulez bien. On va lister vos questions et donc on y répondra par la suite. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. À tout à l'heure. Donc, tout d'abord, je pense qu'il convient de rappeler la mission de Poietis, qui est de fournir aux patients, aux cliniciens, des solutions de fabrication de tissus suffisamment fiables, robustes et de fabrication à la demande, donc notamment dans ce domaine qui se développe de médecine personnalisée. Donc aujourd'hui, Poietis est toujours basé à Pessac, à côté de Bordeaux. On est fondé en septembre 2014, donc à peu près 3 ans maintenant. On est un peu plus d'une vingtaine de salariés et donc on exploite cette technologie qui repose sur un certain nombre de brevets, donc on pourra éventuellement parler tout à l'heure. Donc les grandes étapes en fait jusqu'à présent pour nous, c'était tout d'abord une première levée de fonds réalisée notamment auprès de WICID il y a 2 ans maintenant, auquel s'étaient associés un certain nombre de business angels. Et avec ça, on avait aussi été lauréat d'un certain nombre de concours, le concours ILAB, qui est le concours national organisé par le ministère de la Recherche, et le concours mondial d'innovation en 2016 en phase 1. Donc un élément aussi important, en tous les cas, qui s'avère extrêmement structurant pour nous jusqu'à présent. Donc c'est des partenariats qu'on a pu générer au cours de ces dernières années, et notamment avec des leaders au niveau international tels que BASF et L'Oréal. Donc grâce à ces partenariats, on a pu générer du chiffre d'affaires dès le premier exercice, donc de 2015 et de 2016, et bien entendu sur 2017. Donc Poietis, c'est, comme on le disait, donc regroupe un peu plus d'une vingtaine de personnes aujourd'hui, avec des profils extrêmement différents, des gens qui viennent de la biologie, de l'optique, de la physique, du numérique, avec des développeurs. Et en fait, c'est vraiment une des caractéristiques très de Poietis, de pouvoir réunir en son sein et a priori plutôt bien faire travailler des chercheurs, des ingénieurs qui viennent d'horizons extrêmement différents, et on a tenu dès le début à réunir des compétences aussi différentes, parce que dans un projet aussi particulier que de fabriquer des tissus, il faut nécessairement, en tous les cas à notre avis, réunir ce type de compétences. Donc, au niveau de la technologie, donc le développement de la technologie de bioimpression, d'impression de tissus biologiques, n'a pas commencé au moment de la création de Poietis en 2014, mais il date au final de à peu près une dizaine d'années maintenant, un peu plus d'une dizaine d'années, au sens où les premiers développements de la technologie ont été réalisés à l'INSERM, à l'Université de Bordeaux,
à l'époque, à titre personnel, j'étais chercheur, et donc j'ai mené ces développements qui nous ont permis de réaliser un certain nombre de démonstrations qui étaient pour certaines d'ailleurs des premières au niveau international, comme la première bioimprimante assistée par laser qu'on avait développée en 2007. En 2009 aussi, on avait fait la première démonstration qu'on pouvait utiliser cette technologie, non pas pour imprimer in vitro, donc dans des boîtes de culture, mais directement in vivo, dans une perspective de chirurgie assistée par ordinateur, et notamment ce premier procédé a fait l'objet du premier brevet qu'on exploite aujourd'hui. En parallèle de tous ces développements, on a aussi fait beaucoup de modélisation numérique qui aujourd'hui nous donne une assise assez importante au niveau du procédé, un vrai contrôle, ce qui nous permet aujourd'hui de très rapidement adapter les paramètres d'impression à tel ou tel biobanque, tel ou tel type cellulaire. Donc, sur la base de tous ces développements, on a développé en 2013 donc une nouvelle bioimprimante qui a fait l'objet de 2 brevets, qu'on a aussi en licence mondiale et exclusive. Une bioimprimante qui est un peu particulière, on l'appelle multimodale, c'est-à-dire qu'elle intègre à la fois de l'impression par laser pour imprimer des cellules, et aussi d'autres modalités d'impression pour imprimer les biomatériaux. Donc, toutes ces spécificités ont été intégrées par la suite dans les nouvelles bioimprimantes qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, le marché est extrêmement important. En tous les cas, les perspectives de marché sont de plusieurs milliards. Il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées par des cabinets. Ce qui est assez intéressant, c'est de surtout considérer en fait d'où vient la bioimpression en termes de marché. C'est globalement le marché de l'ingénierie tissulaire qui s'inscrit dans le contexte de la médecine régénératrice. Et aujourd'hui, après une trentaine d'années d'études, de R&D et même de développement industriel dans le domaine de l'ingénierie tissulaire, il faut garder à l'esprit qu'il n'y a que très peu de produits d'ingénierie tissulaire sur le marché. L'Agence européenne du médicament a simplement donné son autorisation de mise sur le marché pour trois produits, et seulement aujourd'hui un seul produit d'ingénierie tissulaire qui s'appelle le produit Holoclar est aujourd'hui disponible sur le marché, les 2 autres ayant été retirés, notamment pour des problèmes d'ordre économique. Donc tout ça, ça traduit un peu la difficulté qu'il faut regarder lucidement de lancer la production de tissus, de produire des tissus biologiques à des fins cliniques, et de pouvoir justement traiter de la complexité des tissus et de ces systèmes vivants qui sont éminemment complexes, de traiter des problématiques, on va dire, des tissus à un patient, tout en satisfaisant les exigences réglementaires de sécurité et de bonnes pratiques de fabrication, et bien entendu des critères de coût, notamment en relation avec les systèmes de santé. Donc la bioimpression, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est globalement la combinaison de des approches d'impression 3D et des approches de biologie. Donc, on fait de l'impression 3D au sens où on fait de la fabrication additive et numérique, et on utilise donc les concepts de la biologie pour guider cette fabrication. Donc, globalement, ce que vous devez retenir, c'est que quand on fait de la bioimpression, on imprime des éléments biologiques, et notamment des cellules, les cellules qui constituent les tissus et les organes. Ce que vous devez aussi garder à l'esprit à ce stade, c'est qu'on est très loin de cette représentation de pouvoir fabriquer des organes. Elle est à notre sens assez illustrative, mais en termes de capacité, la fabrication d'organes reste encore assez lointain du fait de la complexité de telles structures. Donc, au niveau de la bioimpression, au niveau de la compétition, jusqu'à présent, on observe 4 principales technologies: la bioextrusion, la bioimpression par microvan, la bioimpression jet d'encre et la bioimpression par laser. À 80-90%, donc il y a à peu près une quarantaine d'acteurs qu'on a pu recenser au niveau industriel dans le monde.
la plupart, donc 80-90%, exploitent la technologie de bioextrusion, qui est grosso modo l'utilisation d'un système de pousse-seringue pour extruder des encres biologiques. Donc cette technologie a un avantage, c'est qu'elle est très simple à mettre en œuvre, et donc l'inconvénient, c'est qu'il y a de très faibles barrières à l'entrée et des limitations d'ordre biologique, c'est-à-dire que la résolution de la bioimpression, de la bioextrusion est extrêmement faible, de l'ordre de 500 à 600 microns, ce qui limite énormément les applications et notamment la capacité à générer des tissus de façon standardisée et des tissus fonctionnels. De façon intéressante, malgré tout, quand on regarde les business models des acteurs de la bioextrusion, on peut voir que on observe différents positionnements. Organovo, Cyfuse, qui sont, Organovo étant le leader américain du marché, sont positionnés plutôt sur les applications, de la même façon que Aspect Biosystems et 3D Bioprinting Solutions à Moscou. Donc c'est un peu les 4 acteurs desquels les acteurs sont des vendeurs de machines, et là on observe aussi différentes gammes, donc des sociétés qui sont plutôt sur des technologies un peu plus robustes comme Regenew ou Envision Tech, et de plus en plus des acteurs qui se positionnent sur la vente de bioimprimantes à bas coût, de type Cellink ou BioBots. Donc c'est assez intéressant de voir les évolutions de ces business, des business models de ces sociétés. Et donc, dans tout ce panorama, aujourd'hui, Poietis est encore l'unique acteur de la bioimpression assistée par laser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une technologie qui présente énormément de barrières à l'entrée en termes de la mise en œuvre de ces systèmes un peu plus complexes. En plus, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quand même un portefeuille de brevets qui nous protège un peu. Malgré tout, on sait qu'un certain nombre de laboratoires académiques qui travaillent sur la technologie de bioimpression par laser sont intéressés pour développer plus en avant cette technologie pour des applications d'ingénierie tissulaire. Donc, comment fonctionne la bioimpression assistée par laser? Globalement, donc faut considérer la bioimpression assistée par laser comme un système jet d'encre qui permet de générer des jets d'encre qui vont déposer des gouttes de cellules. Donc, pour cela, on focalise des impulsions laser, ici représentées en bleu, sur une cartouche, et en focalisant le laser à l'interface entre la lame de verre et un film d'encre, on peut comme ça détacher des toutes petites gouttes d'encre qui contiennent un nombre bien défini de cellules, et en déplaçant le faisceau laser grâce à des miroirs motorisés, on peut comme ça déposer des gouttes d'encre et donc créer des motifs de cellules et ainsi fabriquer des tissus. Donc, la bioimpression par laser, et c'est son principal avantage technologique, est la technologie qui offre la résolution la plus élevée. Et c'est important pourquoi? Dans une perspective de standardisation, de fabrication des tissus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler précisément le nombre de cellules dans le tissu, qui sont les éléments actifs d'un tissu qui va être implanté, donc le nombre de cellules et leur organisation dans l'espace. Donc, premier point, c'est vraiment la standardisation. Le deuxième, c'est ça offre la capacité à contrôler les processus de morphogénèse, c'est-à-dire de formation des tissus. Et là, on a un certain nombre de démonstrations expérimentales qui nous démontrent que en organisant les cellules de façon particulière, on peut obtenir des fonctions biologiques aussi spécifiques. Et le troisième intérêt, c'est de pouvoir fabriquer des tissus complexes. Et sans doute l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple du follicule pileux que vous voyez ici représenté, qui fait l'objet de la collaboration d'ailleurs avec L'Oréal. Un follicule pileux étant un micro-organe qui fait un demi-millimètre de diamètre, mais qui intègre en son sein plus d'une dizaine de types cellulaires différents qu'il faut positionner à des endroits très particuliers pour promouvoir justement la repousse et la formation du cheveu. Donc en conclusion sur cette partie, donc la haute résolution qu'apporte la bioimpression par laser va nous permettre de produire des tissus de façon sécure, et ce qui est bien entendu extrêmement important pour les applications cliniques, des tissus fonctionnels et aussi des tissus adaptés aux patients, en contrôlant à la fois la composition et l'architecture interne de ces tissus.
Donc, au cours des 3 dernières années, principalement, essentiellement les 2 dernières années, donc on a mis au point une nouvelle plateforme de bioimpression 4D donc qu'on commence à exploiter. Et donc, cette plateforme est composée tout d'abord d'une CAO, donc d'un logiciel de conception de tissus biologiques, d'une imprimante qui permet d'imprimer des cellules avec la résolution cellulaire et d'outils de maturation qui nous permettent de suivre en fait la formation des tissus dans le temps. Donc la bioimprimante, c'est celle-ci. C'est vraiment une bioimprimante qu'on a conçue pour des applications industrielles, pour qu'elle soit un maximum robuste. Donc elle a différents attributs, notamment elle permet de produire les échantillons tissulaires de façon stérile. Elle est multimodale, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, et elle permet de contrôler précisément. Donc, on a intégré un certain nombre de capteurs dans cette machine qui permet de contrôler la température, l'hygrométrie. On a un système d'imagerie qui permet de suivre étape par étape toute la fabrication des tissus, qui nous permettent l'idée était de contrôler au maximum la fabrication des tissus à toutes les étapes de la fabrication couche par couche. Et aussi, on a, en plus du design, on a travaillé avec un designer, on a aussi beaucoup travaillé sur les interfaces soft pour avoir des outils faciles d'accès ou faciles d'utilisation pour les biologistes et à terme pour les cliniciens qui seront amenés à l'utiliser. Donc la CAO, on présente ici un exemple, c'est donc un outil qui nous permet de définir l'architecture des constituants des tissus donc en 3D. Donc ça nous permet de positionner dans l'espace les différents constituants, les différents types cellulaires. Et donc grâce à cet outil, on obtient donc une représentation 3D du tissu que après on peut donc qui génère un fichier 3D qui est après exporté vers les imprimantes, notamment l'imprimante qu'on vous a présentée tout à l'heure, pour fabriquer donc des tissus. En parallèle, donc on a développé un premier tissu dont on commence la commercialisation, donc qu'on appelle Poieskin, qui est un modèle de peau dite totale, c'est-à-dire qui est constitué à la fois d'un derme et d'un épiderme et qui est complètement bioimprimé. Donc, comme vous voyez, les dimensions sont de l'ordre de quelques centimètres. Traditionnellement, on travaille plutôt sur des surfaces de 1 centimètre carré et les épaisseurs sont de quelques centaines de microns. Donc, c'est quelque chose sur lequel qu'on a mis au point dans les 2 dernières années. Donc, dans le futur, et ce qu'on souhaite développer, et c'est l'objet au final de cette levée de fonds, donc il y a principalement 3 points. Donc, rendre cette technologie compatible avec la fabrication de l'eau clinique, et notamment toutes les exigences réglementaires de ce qu'on appelle les GMP, donc les bonnes pratiques de fabrication, ce qui est un enjeu essentiel parce que c'est la condition sine qua non à l'implantation de tissus après chez un patient, même pour des essais cliniques. Donc, c'est vraiment l'enjeu premier en fait pour nous. Le deuxième, c'est de continuer à améliorer la CAO pour la rendre de plus en plus prédictive. Et donc, le troisième point, c'est de continuer à développer les applications, que ce soit des applications in vitro dans le domaine cosmétique et pharma, mais aussi des applications cliniques pour justement être en capacité et en tous les cas espérer réaliser les premiers essais chez l'homme d'implantation de tissus bioimprimés à l'horizon 2021. Donc une fois que notamment la technologie aura été validée pour de la production de l'eau clinique. Donc dans cet objectif, en fait, notre objectif sur cette levée de fonds est donc de lever 6 millions d'euros avec pour aboutissement à l'horizon 2021 la réalisation d'un premier essai clinique de tissus bioimprimés, un chiffre d'affaires donc qu'on évalue aujourd'hui à de l'ordre de 7 millions d'euros, et à mesure en fait ce qu'on se dit qu'on aura développé et rendu disponible
une plateforme compatible avec la production de l'eau clinique, on se dit que le nombre d'applications qu'on pourra développer deviendra de plus en plus important, et ça sera vraiment un facteur d'attractivité pour les cliniciens et pour tous les porteurs de projets qui sont en attente d'une solution permettant de produire des tissus bio-imprimés pour de la greffe. Donc aussi, pour vous, investisseurs, l'intérêt peut-être de considérer aussi la sortie, et ce qu'on réfléchit, c'est effectivement deux scénarios. Le premier étant une introduction en bourse, et le deuxième scénario étant le rachat partiel ou total par des grands acteurs, que ce soit du domaine de l'impression 3D, des dispositifs médicaux ou de l'industrie pharmaceutique, par exemple. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc on va passer un peu à la phase de questions. Et donc on attend un peu toutes vos questions. Ouais. Mais merci Fabien. Mais écoute, en fait, on a deux premières questions de la part des WeSeeders qui sont un petit peu sur le même sujet. Donc, on nous demande le fait qu'on réalise cette deuxième levée de fonds, quelles vont être les prochaines grandes étapes en termes de financement, et donc quelle est notre stratégie de croissance et donc de sortie pour les WeSeeders. Donc, effectivement, comme Fabien vient de le dire, cette levée de fonds cette année doit nous permettre effectivement de nous amener d'ici 2 ans et demi, 3 ans à des jalons assez importants en termes de développement technique, mais aussi de position vis-à-vis du marché, avec pourquoi pas le premier, ou en tout cas un des premiers acteurs capables de produire un échantillon qui va être effectivement implantable ou de grade clinique, et donc en essai clinique. Ça va on sait qu'on a un destin capitalistique, dans le sens il faudra à ce moment-là probablement qu'on relève de l'argent pour se déployer, pour justement continuer le développement techno et applicatif. On sera dans une bonne position, avec probablement en tout cas un chiffre d'affaires qui tendra vers l'équilibre. Encore une fois, des développements techno qui vont être assez intéressants. Et donc l'idée, ce sera probablement de faire un tour, comme on l'a vu, soit par une introduction en bourse, soit avec des fonds de capital risque, par exemple spécialisés en France et ou à l'international, voire aussi des corporate funds. Voilà, c'est des choses qui ont déjà été un tout petit peu abordées dans certaines discussions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura donc à cette échéance-là un événement de liquidité, et ça peut être effectivement un horizon de sortie pour les investisseurs de la première heure. Donc, il y a une autre question sur la composition du capital, et en gros, notamment pour ce tour. Donc, aujourd'hui, en fait, on est au niveau de la levée de fonds, donc sur les 6 millions qui représentent le besoin pour réaliser donc les différents développements qu'on a indiqués. On est aujourd'hui un peu plus de 3 millions. Sachant que donc ces 3 millions viennent d'une partie de WeSeeders qui sont d'ores et déjà mobilisés, une partie d'autres business angels, et notamment d'historiques, et en plus donc d'un financement public d'un niveau d'1,8 million d'euros qui a été obtenu au cours des dernières semaines, dont on ne peut pas encore faire la publicité, mais qui a été d'ores et déjà garanti. Donc l'objectif est pour nous de réunir dans les semaines et mois qui viennent les 3 millions restants. Donc d'une part, la collecte sur WeSeed est pas finie, et en plus on discute avec des fonds de co-investissement qui pourraient accompagner donc la levée sur WeSeed dans des règles qui sont de 1 pour 1, c'est-à-dire 2 millions levés sur WeSeed permettrait de lever 2 millions grâce à ces fonds. Donc les discussions avancent, et donc on a pas mal de discussions donc avec ce type d'acteurs déjà dans le passé, dans les prochaines semaines, donc plusieurs discussions qui ont d'ores et déjà été fixées.
Ok, une question sur le partenariat avec L'Oréal, qui concerne donc effectivement l'impression des cheveux, pour faire simple. La question est de savoir si ça peut conduire à une remise en cause de notre business model, de notre modèle économique, en cas d'échec. Alors la réponse est non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, d'une part, on est super content de travailler avec L'Oréal, notamment sur ce sujet particulier du follicule pileux. Euh, Scientifiquement, c'est un projet qui est effectivement, on peut dire, assez challenging. Hein. Enfin, c'est pas simple. Donc, vous avez dû voir le follicule. Hein. Donc, c'est un tout petit organe. C'est à peu près 400 microns de côté ou de diamètre, dans lequel il y a une bonne dizaine de types cellulaires qui sont arrangés d'une certaine façon pour justement faire pousser un cheveu. Donc tout ça pour dire que cet accord qui concerne encore une fois le vitro, hein, on est sur l'établissement d'un partenariat sur le co-développement d'un modèle qui pourrait être utilisé par L'Oréal pour du screening d'ingrédients qui rentreraient dans les produits de soins du cheveu. Encore une fois, nous aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la peau, hein, c'est à peu près 90% de nos activités. Le follicule est venu, donc je dirais c'est le deuxième tissu ou organe sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on a fait d'autres preuves de concept réussies, notamment sur le foie. C'est un tissu sur lequel, d'une part, on a des discussions aussi avec d'autres boîtes pharma cette fois-ci. Et voilà, on est en train un petit peu d'évaluer quel type tissulaire pourrait être intéressant, notamment pour des projets à visée clinique. Donc aujourd'hui, on va dire, ça peut arriver d'avoir un échec sur un projet de co-développement, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, mais en aucun cas ça remettrait en cause notre modèle économique. L'idée, encore une fois, étant de trouver le bon tissu, la bonne indication pour conduire ces développements. À l'inverse, c'est vrai qu'on peut aussi penser en termes de réussite. Il faut garder à l'esprit que réussir à imprimer donc un follicule pileux ouvrirait en fait des perspectives extrêmement importantes pour tout ce qui est chirurgie réparatrice ou chirurgie esthétique, parce qu'il y a une demande qui est effectivement majeure sur justement cette problématique de calvitie, que ce soit notamment après des traitements de chimiothérapie, par exemple. Et on sait que ça pourrait être justement une perspective dans un second temps. Absolument. Et juste pour finir sur ce sujet, la collaboration se passe très bien. D'une part, avec la relation qu'on a pu établir avec les équipes de L'Oréal, mais aussi avec les premiers résultats et certaines phases qui sont réussies déjà. Donc ensuite, une question par rapport à notre position vis-à-vis des sociétés qui travaillent sur de la peau prélevée. Ouais, donc c'est effectivement, on a des collègues, notamment sur Toulouse, mais il y en a d'autres qui travaillent sur des explants. Bon, au final, on les connaît très bien parce que une de mes anciennes étudiantes et au final travaille dans cette société. C'est vraiment deux positionnements qui sont au final complémentaires. L'intérêt des peaux des explants, c'est qu'on a directement toutes les caractéristiques d'une peau, et ce qui est encore parfois très difficile à reproduire in vitro, même si c'est l'objectif de la bioimpression. À l'inverse, c'est très difficile d'obtenir des tissus qui sont complètement adaptés à une problématique de développement de médicaments ou de développement de produits cosmétiques. Et en plus, il y a des problématiques de reproductibilité, de transport, etc. Donc globalement, ce qu'on voit, hein, c'est que ces deux types de tissus cohabitent avec quand même la part des modèles in vitro est de plus en plus importante. Une autre question sur, encore une fois, l'équilibre. À quelle date l'atteinte de l'équilibre est-elle prévue et comment vont se répartir les sources de revenus par rapport aux différents marchés pour l'atteindre? Donc, dans notre prévisionnel, dans notre business plan, on parle d'un équilibre à l'horizon 2021, avec cette année-là un
un mix entre 3 sources de revenus, quasiment un tiers, si mes souvenirs sont bons, un tiers de produits catalogue, si on peut dire, c'est-à-dire des produits qui auront déjà été développés avec éventuellement un petit peu de customisation, c'est-à-dire de la façon, mais sans gros développement, donc vraiment du chiffre d'affaires produit. Ensuite, du chiffre d'affaires provenant d'autres accords de co-développement. Donc là, on parle encore une fois plutôt de recherche externalisée, si on peut dire. Hein. C'est vraiment de la mise au point de modèles à façon qui vont répondre à une problématique particulière, encore une fois plutôt cosmétique et pharma. Et après, des premiers revenus plutôt avec des projets à visée clinique, donc avec certains jalons, notamment sur la préclinique, qui arrivera bien évidemment avant. Donc, on a une autre question sur ce qu'a donné notre première levée de fonds. Ouais. Donc, la première levée de fonds, donc ce qu'a donné au sens, on va dire en termes de process de levée de fonds, donc sur WeSeed, on a éventuellement, ce qui est encore un record, en tous les cas, on avait pu collecter un peu moins d'1 million d'euros, donc autour de 950 000 euros. Je crois de mémoire qu'il y avait 830 WeSeeders qui avaient participé à cette collecte. Et en plus donc des business angels qui sont venus en parallèle. Et en termes de résultats de cette levée de fonds, donc c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, les deux principaux objectifs, les trois principaux objectifs, pardon, c'était le développement de la technologie, industrialiser cette technologie pour qu'elle permette de produire produire des tissus de façon industrielle. Le deuxième objectif, c'était de développer notre premier produit, donc qu'on appelle Polyeskin, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et le troisième était de développer les partenariats, ce qu'on a pu faire effectivement avec BASF, avec L'Oréal et un certain nombre d'autres firmes du domaine cosmétique, pharma ou même du domaine clinique. Ouais, et d'une manière sous-jacente à tout ça, bien évidemment, ça nous a permis aussi de structurer la société, de recruter nos équipes, hein, et je dirais d'être aujourd'hui en mesure de conduire tous ces développements grâce à, vous avez vu, à une équipe assez pluridisciplinaire. Donc on a une question dans le contexte de la chirurgie esthétique, si on peut remplacer des implants en silicone par des tissus sur mesure. Globalement, se pose la question du volume, d'une part. Après, en termes c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément réfléchi. Si on raisonne en termes d'application, notamment clinique, les premières applications seront cliniques. Donc, d'implantation chez l'homme seront des tissus relativement simples, c'est-à-dire avec une structure plutôt plane. Et donc, on pense à la peau, ça peut être des patchs cardiaques, éventuellement des structures cartilagineuses. Donc, on reste sur des structures plutôt planes. Progressivement, après, ce qu'on peut envisager, c'est des tissus qui sont de plus en plus complexes, présentant justement différents types cellulaires ou des volumes beaucoup plus importants qui pourraient nécessiter notamment de la vascularisation. Donc ça, c'est plutôt dans un deuxième temps, mais je pense qu'il faut être raisonnable. On est quand même sur des objets, des tissus qui sont éminemment complexes et qui sont des éléments actifs. C'est-à-dire que les cellules qui vont être implantées, intégrées dans ces tissus, vont interagir avec le corps. Et donc, je pense qu'il est plus raisonnable de se dire qu'on va aller progressivement et évaluer donc les effets de ces cellules, qui seront éventuellement des cellules patients, mais pas nécessairement, sur donc les effets de ces cellules dans le cadre de la réparation tissulaire et notamment la réaction du tissu hôte à cette implantation. Ensuite, une question sur notre stratégie brevetaire de protection de propriété intellectuelle et comment l'évolution de notre portefeuille brevet. Ouais. Donc aujourd'hui, donc le portefeuille est constitué de 7 familles de brevets.
Donc, 3 d'entre eux ont été obtenus dans le contexte de la licence qu'on a obtenue de l'université de l'INSERM, donc à la création de Poietis, licence qui se veut exclusive, mondiale et pour tout domaine d'application. Depuis la création de Poietis, en fait, on a donc les développements qu'on a pu faire ont donné lieu à 4 nouveaux dépôts de brevets qui ont été faits en mars dernier. Et tous ces brevets couvrent aussi différents aspects de la technologie. Donc, notre stratégie est effectivement de consolider vraiment le cœur de la technologie, différentes briques qu'on protège, et on a dans les tuyaux d'autres idées de brevets. Et d'ailleurs, on est en train de mettre en place tout un certain nombre de processus, que ce soit des processus d'idéation, des processus d'innovation, de créativité au sein de la boîte, pour renforcer justement ce portefeuille de brevets qui nous semble au final essentiel. On a l'habitude de dire que la baston, entre guillemets, ou en tout cas la vraie compétition dans le domaine de la bioimpression, en tout cas entre les acteurs de la bioimpression, se fera à l'horizon 3-4 ans, au moment où cette technologie va sortir du domaine in vitro pour aller vers les applications cliniques. Et c'est à ce moment-là que les gros acteurs du dispositif médicaux, etc., de la pharma, a priori, vont se positionner de façon importante et éventuellement capitalistique, et pour être en position de négociation et pour être en position en bonne position dans la compétition avec les autres sociétés de bioimpression. Je pense qu'il faut avoir une bonne assise de portefeuille, un patrimoine de brevets assez important. Donc aujourd'hui, les premiers brevets ont d'ores et déjà été délivrés aux US, au Japon, en Europe. Ça, c'était pour le premier brevet. Ceux qui ont été déposés en 2014 sont en voie d'extension internationale, et on a des retours plutôt positifs, notamment au niveau européen. Et donc, les autres viennent d'être déposés donc il y a quelques mois. Ouais. Et ce qui est certain, c'est qu'on est encore une jeune société, mais cette stratégie de protection est vraiment au cœur de la plupart de nos réflexions, de tout le comité de direction d'ailleurs, hein, donc notre directeur technique, notre directrice de développement produit, Fabien bien évidemment, et même au niveau business, ce sont des choses qu'on regarde de très très près, et on est effectivement appuyé par des cabinets en fait de conseil en propriété intellectuelle de très très bon niveau. Tout à fait. Alors ensuite, une question sur le processus d'homologation. Alors, pouvez-vous obtenir des autorisations sur un bouquet d'applications pour une même imprimante, ou est-il nécessaire de passer par une autorisation pour chaque type de tissu? Alors, en fait, notre objectif est effectivement de rendre la bioimprimante compatible avec la fabrication de différents types de tissus. Après, l'autorisation de fabrication de l'eau clinique devra être réalisée tissu par tissu. Et donc, dans le cadre de la demande d'autorisation d'essais cliniques, c'est quelque chose qui sera nécessaire. Donc, on a le souci, pour résumer, de rendre la technologie donc compatible pour un certain nombre de tissus, mais par contre, ça n'empêchera pas que la demande d'essais cliniques, on devra quand même sera faite application par application. Ouais. Et dans le cas du tissu, ce sera peut-être pas d'ailleurs Poietis qui portera, en tout cas qui demandera l'autorisation, puisque l'idée c'est de trouver notamment des partenaires qui sont susceptibles de nous accompagner dans les essais cliniques jusqu'à des autorisations de mise sur le marché. Et notamment par exemple des laboratoires pharmaceutiques. Donc nous on va vraiment se concentrer sur l'aspect réglementaire du système, enfin de la bioimprimante. Donc on a une question sur le cristallin. En toute franchise, c'est un tissu que je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y a des stratégies aujourd'hui de bio-ingénierie du cristallin. Je sais qu'il y en a sur la cornée et sur la rétine. Sur le cristallin, en toute franchise, je ne pourrais pas me prononcer. Ok. Bon. Ok, donc une remarque que je vais
Lire parce que c'est sympa. Donc, quelqu'un qui nous dit un point très positif qui nous concerne, c'est le reporting que vous faites que l'on fait auprès des Wiciders. Donc, écoutez, merci pour cette remarque, mais on trouve ça plutôt normal. Et la question, c'est le fait d'être implanté en province, hein, est-il ou sera-t-il ou non un frein en termes de recrutement et de ressources humaines? A priori, non. En tous les cas, comme vous le savez, ça fait la une des magazines. Bordeaux se veut très attractif et un certain nombre de nos compatriotes parisiens qui souhaitent venir visiblement s'implanter en région bordelaise. Non, Bordeaux est plutôt très, très attractif et je pense que près de la moitié de nos salariés viennent aujourd'hui de l'extérieur de Bordeaux. On n'a pas vraiment de problématique de cet ordre-là. S'il y a vraiment effectivement une certaine qualité de vie et aussi une proximité avec des centres, notamment académiques, qui sont assez intéressants. Il y a un point faible, parce qu'il y en a quand même toujours, c'est peut-être la faiblesse du tissu industriel au niveau biotech et en région bordelaise, qui fait qu'effectivement, on a quand même pas mal de collaborations plutôt en région parisienne. On sait que, c'est un peu dans notre roadmap qu'on pourra imaginer de créer des antennes dans le futur à d'autres endroits en France, mais vraisemblablement aussi en Europe. En tous les cas, aujourd'hui, on est plutôt très content de profiter et de bénéficier de l'environnement régional. Ok, la dernière question, jusqu'à quel niveau envisagez-vous d'ouvrir votre capital à de nouveaux investisseurs? Donc ça fait un peu lien avec la question de la valorisation, en tous les cas de façon indirecte, valorisation dont on ne peut pas parler sur ce webinaire. Donc l'idée, c'est que on est ouvert à des nouveaux investisseurs. Hein. L'enjeu, il est essentiellement pour nous de pouvoir mener à bien ces développements et de conserver, en tout cas, on a sans doute cette prétention, la position qu'on a aujourd'hui dans la compétition internationale autour de la bioimpression et donc de l'ingénierie tissulaire. Très bien. Mais écoutez, merci à tous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Écoutez, ça a été un plaisir en tout cas de partager ce moment et puis de vous expliquer un petit peu plus en détail notre projet d'entreprise et puis voilà que vous compreniez un petit peu pourquoi on est revenu sur la plateforme et on espère qu'on a répondu convenablement à l'ensemble de vos questions. Et donc, on se retrouve, j'espère, bientôt sur WeSeed, que certains, et on l'espère la plupart d'entre vous, participeront à cet investissement. En tous les cas, sachez que la collecte, en tous les cas, va continuer encore quelques semaines. Donc, on espère vous voir nombreux avec nous. À bientôt. Merci, à bientôt.